Je suis déjà venu ici, moi. Faut que ça saigne, c'est le tango des bouchers de la Villette. Je veux savoir d'où vient ma viande. Être sûr que ça a été bien élevé. Alors, pour ce 8e épisode de Véganement, on va s'attaquer à un reportage diffusé par Numéro 23 qui nous propose un magazine d'investigation hebdomadaire présenté par Yasmine Ouglis et qui s'appelle Orio. Révélation. Révélation s'attache, à travers reportages et interviews sur le terrain, à décrypter et à comprendre les problématiques et l'évolution de notre société contemporaine en enquêtant sur tous les sujets sociaux, économiques et culturels. Tout un programme donc. Ce reportage était titré « Vegan, sans sucre ni gluten, la révolution dans nos assiettes ». Alors, deux choses avant de partir en jujigatame. La première, c'est qu'à titre personnel, je fuis ce genre de reportage. Parce que généralement, ça m'inspire des choses qui pourraient me coûter jusqu'à 20 ans de tôle. Et ensuite parce que rien qu'à la lecture du titre, ça pue. Les gens qui se retrouvent aux manettes du reportage parviennent à te croiser véganisme, qui est un choix politique, avec le sans gluten, qui pour beaucoup relève de l'intolérance ou de l'allergie, et le sans sucre, où il sera notamment question de diabète. Il est où le rapport? Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Tu sais pas trop où ils veulent aller, mais ils y vont. Avec ou sans toi d'ailleurs. Hein. Et tu t'en doutes, on va pas scoltiner le reportage dans son intégralité. Non, déjà parce que comme je viens de le dire, on n'y traite pas que du véganisme, et parce qu'on va uniquement s'attarder sur les perles de ce bijou made in objectivité. Ensemble, nous nous poserons la question de savoir si bannir un type d'aliment peut être dangereux pour notre santé. Après vous. Rejet des produits industriels, lutte contre l'exploitation animale, ces nouveaux consommateurs sont en train de révolutionner nos assiettes. Ah, il y a un peu de ça, oui. Oui. Immersion dans l'arrière-cuisine des radicaux de l'alimentation. Tu forces à mort. Entre la musique de fond et la sémantique, tu mâches bien le boulot du libre arbitre du téléspectateur lambda. Faut que tu tiennes 1h30, ma gueule. Commence pas à tartiner en fond de 5e. Lève le pied. Jules a 5 ans. Comme tous les matins, son papa Olivier lui prépare son petit déjeuner. Sauf qu'ici, on ne mange pas exactement la même chose que dans la plupart des familles françaises. Non, mais vas-y, continue. Continue. On a de la, en fait, ce qui est un peu comme du beurre, mais qui contient pas de matière animale, c'est de la margarine. Avec de la margarine. Bah si, de la confiture et de la margarine. Oh non, Non. j'aime pas la margarine. Oh l'horreur! Pourquoi tu fais ça, Jules? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'aimes pas la margarine? Parce que c'est trop dégoûtant. Arrête, Jules, arrête. Tu nous fais quoi, là? Ouais, il dit souvent que c'est dégoûtant, et puis après il le mange. Hein. C'est, les enfants. Bah ouais, Jules. Faut pas dire des choses pareilles devant quelqu'un en possession d'une carte de presse. Parce qu'après, il rajoute une voix off par-dessus, et avec 2-3 cuts, bah il va nous faire passer pour une équipe de branques. Jules. Oh, père. Insiste pas, Jules. Insiste pas. Et tu dis toujours beurre qu'au début, puis après tu le manges et t'en veux. Hein, c'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est vrai! Les enfants sont merveilleux. On n'a pas passé le premier quart d'heure de reportage, j'ai envie de crever de malaise. Quand j'ai vu cette scène, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ça. Et toi, mon petit bonhomme, tu sais utiliser un ordinateur? Oui, et même que des fois, quand il est tard et que mon maman il dort, mon papa il va devant l'écran de l'ordinateur et il secoue fort son zizi devant. Quoi? Retire ce que tu viens de dire. Retire ce que tu viens de dire. Non. Retire ce que tu viens de dire ou je t'emmène faire un tour dans le jardin avec une pelle. Oui, mais moi j'aime pas la margarine. Et Jules, est-ce que tu manges du beurre parfois? Non, Pourquoi? parce que c'est pas vegan. Bah voilà, Jules. Voilà. C'est pas compliqué. Alors là, il boit du lait de soja au chocolat. Le lait de soja, c'est meilleur pour la santé que le lait de vache. Puis surtout, c'est vegan, donc ça contient pas de, ça ne repose pas sur l'exploitation d'animaux. Si
dans un monde parallèle, j'étais malveillant et que je souhaitais sortir une phrase de son contexte pour décrédibiliser un mouvement tout entier, ce serait cette phrase-là. On peut la repasser? Magnéto, Serge. Le lait de soja, c'est meilleur pour la santé que le lait de vache. Puis surtout, c'est vegan, donc ça contient pas de, ça ne repose pas sur l'exploitation d'animaux. Et désolé pour le spoil, hein, mais comme on a affaire à des gens délicieusement malveillants, cette phrase va bien évidemment être sortie de son contexte. Ah bah c'est comme ça, c'est comme ça. Ça s'appelle le journalisme. Oui, c'est un métier. On y reviendra un tout petit peu plus tard. Si ces choix de vie peuvent paraître très rigoristes, Olivier en est persuadé, il a fait le bon choix pour sa santé. Mais lui et son fils doivent tout de même quotidiennement prendre un complément de vitamines pour éviter une carence. Ah, ça faisait longtemps! Ça faisait longtemps! Voilà, donc c'est une petite boîte comme ça, c'est des comprimés goût cassis et puis qui contiennent tout ce qu'il faut en fait. Donc il y a des vitamines D3, B2, B6, acide folique, vitamine B12. D3, B2, B6, acide folique, B12. Attends. Moi j'ai cru qu'on allait uniquement évoquer la vitamine B12 ici. Ouais, comme une vieille rengaine, ouais. Parce qu'entre la voix off et la lecture de l'imprimé, on donne gentiment l'impression qu'à cause du véganisme, on manque de tout ça. Ce qui n'est bien évidemment absolument pas le cas. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Bonjour. Lien dans la description. S'il est une chose à surveiller lorsqu'on est vegan, c'est son apport en B12. Pour le reste, faudra revenir. Bouge de là. Olivier a aujourd'hui ses stands préférés. Ça va et vous? Depuis qu'il est devenu vegan, les graines font partie à part entière de son alimentation. Alors que quand tu manges des produits issus de l'exploitation animale, que tu portes du cuir et que tu vas au zoo le week-end, t'es pas trop dans les bails de graines. Non, faut vraiment se dresser et s'opposer au spécisme pour qu'elle fasse partie à part entière de ton alimentation. Ah bah c'est comme ça, oui c'est comme ça. Bah c'est le journaliste qui le dit, hein, donc forcément il est renseigné le machin quoi. Il parle pas sans savoir. C'est le garant d'une information de qualité au service du plus grand nombre. Donc bon. Toujours cet imaginaire bidon, ce refrain à la peau dure, ce parallèle forcé entre le véganisme et les graines, largement véhiculé par les journalistes des médias traditionnels et repris en masse sur les réseaux sociaux. Mais moi, à force, cette propagande-là, je la trouve un peu molle du genou. On en a fait le tour, quoi. C'est même plus drôle. Assumez à fond, positionnez-vous clairement, mettez le paquet, faites savoir partout qu'on suce de la caillasse et qu'on broute de la pelouse. Amis journalistes, vous êtes et vous faites la tendance dominante. C'est vous qui tenez les rênes. Arrêtez de vous brider. Allez-y franchement, roue libre. Mettez la lumière sur ce qu'est le véganisme. Pleines de protéines, elles sont un véritable substitut aux produits d'origine animale. Comme à peu près toute l'alimentation végétale, ma gueule. Avec un régime végétal, pour manquer de protéines, faut se lever tôt. Hein. Et pour cause, les protéines végétales sont partout. Genre, partout. Bonjour. Lien dans la description. Je vous en prie. Avec ceci, On va vous prendre un sachet de noix de pécan aussi. 15,95 s'il vous plaît. 15 € les noix de pécan, manger nature, ça n'a pas de prix. Le véganisme, cette nouvelle mode bobo. C'est pas bon, c'est pas équilibré, et ça coûte les yeux de la tête. Bah, si on me demande si c'est onéreux, je dirais oui, c'est onéreux. Manger nature, ça n'a pas de prix. Tu voulais certainement dire végétal ou végétalien. Enfin, j'espère. Parce que manger nature, ça veut rien dire. Autrement, c'est le prix des fruits, des légumes, des légumineuses, des céréales et des fruits à coque. Une blinde, hein, comme on peut très bien se l'imaginer. C'est vrai que les produits carnés, laitiers et par extension tout ce qui est issu de l'exploitation animale, c'est cadeau. C'est donné, franchement. Ça fait 3 ans que je porte plus de laine et au final j'arrive à vivre sans. On survit bien sans laine en 2017, il n'y a pas de souci. Car chez les véganes, la laine aussi est proscrite. Boycotter, pas proscrite. Boycotter. Le véganisme est un choix politique, une démarche volontaire, pas un dogme, pas une religion. C'est un vote de chaque jour qui amène au soutien de certains biens et services de consommation et au boycott de ce qui relève de l'exploitation animale. À aucun moment, il n'est question de proscription. Doucement avec les mots, ma gueule. Doucement. Ils estiment que la tonte des moutons est un acte de torture. On estime surtout que l'exploitation animale est complètement inutile et un système par essence aujourd'hui profondément injuste. Et pour ce qui est de la torture, ce sont pas les vidéos qui manquent. Et Olivier n'hésite pas à faire du prosélytisme auprès des exposants du marché. Proscrite, torture, prosélytisme. On n'y va pas de main morte hein, chez numéro 23. On n'a pas froid aux yeux, hein, et encore moins à la sémantique. Du pur journalisme objectif.
comme on aime. Et la laine, quoi qu'il arrive, ça nécessite d'avoir des moutons, de les tondre constamment, en général sans douceur. Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. Si vous regardez comment c'est produit la laine, souvent c'est violent et brutal pour les animaux et ils finissent à l'abattoir derrière. J'ai mon grand-père qui était un petit paysan et il y avait des bergers, des machins. Il produit encore de la laine, votre grand-père? Non, mais bon, voilà. c'est vieux. Hein, moi. Et but! Troisième but! Oui, regardez des vidéos sur la production de laine, comment elle est faite aujourd'hui, et vous verrez que c'est moche. L'équipe de France est championne du monde! Et direction le supermarché. C'est un peu triste quand même. Quand vous voyez ce genre de choses, ça vous fait quoi quand vous allez faire les courses? Ça me fait pas différemment si c'était des chats ou des chiens, quoi, puisque voilà, et en plus des poules qui sont des animaux de compagnie, je vois la même chose, quoi. C'est des individus aussi qui n'ont pas eu le droit de vivre et qui ont été soumis à une industrie qui les a tués pour qu'on les mange, quoi. Donc voilà, ça me fait toujours un petit pincement au cœur, quoi. Voilà. Et Jules, il en pense quoi? Ouh, l'affreux Jojo, petit chenapan, mignonnet diablotin de journaliste de Et Jules, il en pense quoi? T'en penses quoi, Jules, de ça? Rien. Rien? Voilà. Il en pense rien. Et Jules, il en pense quoi des dernières exoplanètes découvertes par la NASA? Rien. Et Jules, il en pense quoi des anti-vaccins? Rien. Et Jules, il en pense quoi du retrait américain de l'accord de Paris? Rien. On va pas se le cacher, on est sur du pur journalisme de haute voltige. Ah ça part direct pour les JO. Hein. On voit clairement que Jules s'en contrefiche complètement de tes questions, ma gueule. À un tel point qu'il te tourne le dos et que son attention est attirée par toute autre chose. De tes questions, il s'en bat les gonades, comme la grande majorité des mômes de son âge. Au lieu de se retrouver dans des mises en scène pour reportages moisis, peut-être qu'il aurait préféré retrouver ses potes, jouer au ballon, laisser glisser son fondement sur un toboggan, ou s'émerveiller devant les passionnantes retransmissions de Train TV. Mais là, non, il doit répondre à tes questions, dont, rappelons-le, il s'en bat les gonades. Alors, tu les aimes bien ces yaourts là? Ah, tu les aimes bien les yaourts que t'as dans la main. À la vanille, c'est ça? La bonne vanille, Jules. Et les autres, là, ceux-là, là, ils te plaisent? Ceux que tu regardes? Hein, qui te plaisent, ceux-là, Jules? Lesquels t'as envie de manger? Et voilà! Le journalisme. Difficile pour un petit garçon de comprendre que tous les produits du magasin ne lui sont pas accessibles. Difficile de comprendre? Ah bon? Ma maman m'a demandé si on pourrait arrêter de manger des animaux. Et on était d'accord, eux ça leur fait pas plaisir, ce sont des êtres vivants comme nous, ils tiennent à la vie. Ma maman, encore une fois, nous a dit que comment on faisait pour prendre le lait, que c'était pas comme on voit dans les pubs, un fermier qui est en train de masser sa vache pour avoir son lait. Ils m'ont dit aussi que les poules étaient dans des cages de la taille d'une feuille A4. J'ai pensé déjà par rapport à moi ce que ça ferait d'être enfermé comme ça. Ne pas pouvoir bouger. Rester comme ça pendant toute une journée, je ne saurais pas, je deviendrais fou. Il y en a qui essayent de en quelque sorte rabaisser en disant qu'ils ne devraient pas faire entrer leurs enfants là-dedans et tout ça. Moi, on m'a demandé si je voulais et après la proposition, j'ai choisi d'être végane. J'ai été dans des vidéos de Gaïa. Il y a des commentaires qui disaient que je ne pensais pas spécialement ça, juste ils ont mis des enfants pour que les gens se disent « Oh, c'est pas vrai, personne ne m'a dit mon texte, on me pose des questions simplement comme ça. » Donc tu vois ma gueule, rien de bien compliqué. C'est juste que tu pars avec un parti pris et que t'es gentiment en train d'aiguiller à ta sauce les propos d'un gosse de 5 piges, en oubliant au passage que Jules, aussi adorable soit-il, ne représente en rien toute la marmaille végane. Pas plus qu'il... Igor de Sgor. Mais entre la margarine, les produits sucrés issus de l'exploitation animale devant lesquels tu le filmes et tu le nargues, et le désintéressement total, non pas pour l'antispécisme, mais à tes questions bidons. Bah y a peut-être un entre-deux, ma gueule, que tu ne délivres en aucun cas à ton audience. Bon, d'un côté, on se rapprocherait de la réalité, mais cette réalité est beaucoup moins vendante. Et il faut bien que tu accroches monsieur et madame tout le monde. Faire le choix de ne plus consommer d'aliments issus des animaux, c'est faire une croix sur toute une gamme de produits, parfois très alléchants. Et ouvrir une porte sur une infinité de possibilités. Non, je précise, parce que la voix off, c'est bien réservé de le dire. Par modestie. À ne pas en douter. Le véganisme, c'est bien évidemment le refus de toute forme d'exploitation animale, et donc le boycott de certains biens et services de consommation. Sauf qu'une recette issue de l'exploitation animale de perdu, c'est 10 préparations végétales de retrouver. Reviens Léon, j'ai les mêmes à la maison.
Le véganisme et l'alimentation qui en découle ne sont en rien privatoires. C'est tout le contraire. Elle est où la privation dans les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales, les fruits à coque et toutes les infinités de combinaisons qu'il est possible de faire avec? D'autant plus que tout reste à faire, tout reste à explorer, tout reste à rêver. Donc on voit bien que sous couvert d'information, il n'est finalement question à aucun moment que ce soit de mettre le véganisme en lumière, de révéler ce qu'il est. On arrive bientôt à la moitié de ton magazine d'investigation et t'as réussi qu'à nous servir qu'un gloubi-boulga de bullshit à base d'interdits, de privation, de prosélytisme, d'enfants malheureux, de compléments alimentaires et d'alimentation coûteuse. Papam, papam, papam. Moi j'ai l'impression que ton objectivité, un jour elle t'a dit je vais chercher des clopes, je reviens. Mais tu l'as plus jamais revu. Et c'est quand même incroyable qu'en 2017, on impose à la télé un journalisme aussi flingué, à une heure de grande écoute. D'autant plus que ce format révélation s'attache, à travers reportages et interviews sur le terrain, à décrypter et à comprendre les problématiques et l'évolution de notre société contemporaine en enquêtant sur tous les sujets sociaux, économiques et culturels. Là, t'as décrypté, là. Là, t'as compris. Mais c'est comme ça qu'on vous forme en école de journalisme ou c'est comment? Bah j'imagine qu'à la maison, il doit pas y avoir trop de miroirs, hein. Ça évite de se croiser dedans. Et perso, je serais curieux de savoir ce qu'a ressenti Olivier, le père de Jules, en matant ce reportage le soir de sa diffusion. Bah, je vais te le dire, c'est un reportage qui a été fait sur 3 jours. On a passé 3 jours pleins, Jules et moi, avec l'équipe. Ça a été un tournage qui a été parfois fatigant, pour lui en particulier, qui est un enfant de 5 ans et demi. On a tourné beaucoup de choses, il y en a très peu qui ont été retenues, et effectivement, j'ai été, pour dire le moins, surpris par ce qui est ressorti à la fin dans ce reportage. Pour prendre un exemple concret, le petit déjeuner de Jules. L'équipe est arrivée ce jour-là à 10 h du matin. Jules était levé depuis 2 heures, il avait bien entendu déjà pris son petit déjeuner. Mais comme on a tendance à donner des gâteaux végétaliens, mais d'une marque assez connue, à Jules pour le matin, l'équipe a demandé à ce qu'on lui donne un produit qui n'était pas identifiable facilement à l'écran. C'est donc à ce moment-là que j'ai choisi de prendre une tranche de pain, mettre de la margarine dessus et un petit peu de confiture. Donc Jules, n'ayant pas faim et mangeant quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de manger et qui lui plaît pas particulièrement, il était assez évident qu'il allait dire non. L'équipe aurait très bien pu choisir de supprimer ce moment, puisque finalement c'est complètement anecdotique, ça n'a aucune utilité par rapport au sujet qui est traité, à savoir l'alimentation et le mode de vie vegan. Et l'équipe a préféré appuyer là-dessus pour donner l'image d'un père qui force son fils à manger de la margarine alors qu'il aime pas ça. Et donc ceci est un symptôme assez net des petites malhonnêtetés qu'on voit à divers moments pendant ce reportage. Il n'y a plus beaucoup de batterie. Tu veux du tofu? Non, il n'y a plus beaucoup de batterie. Tu veux du tofu? Non. Tu veux de la margarine? Non. On va le brancher alors. Donc ce tournage a duré 3 jours pleins, ce qui est long et fatigant, en particulier pour un enfant de 5 ans. Il s'est retrouvé à attendre à de nombreux moments à des endroits qui ne sont pas spécialement prévus pour lui, dans un rayon au magasin, sur un trottoir dans la rue pendant que des plans de coupe étaient en train d'être faits. On a eu beau faire en sorte que tout ait l'air d'un jeu, refaire 2 ou 3 fois un chemin, reprendre un virage, être filmé dans la rue en train de marcher, ce genre de choses. C'est normal qu'un enfant de 5 ans et demi comme Jules soit par moments fatigué et qu'il ait plus envie de participer à ça parce qu'il voudrait être ailleurs, il voudrait être en train de jouer avec ses jouets, en train de lire un livre, etc. Et donc on va arriver sur des moments où Jules était peu enclin à se prêter à l'exercice du tournage et où il a une attitude qui est négative. N'importe qui a des enfants peut totalement comprendre ce genre de moment chez vos enfants, c'est quelque chose de banal. Venons-en à présent à l'affaire du Macadamia Gate. C'est notre cajou ça, hein? C'est notre cajou ça? Ouais, mais c'est pas grave, on va faire du montage et tout ça. Tu as la Photoshop? Ouais. Cool, merci. Donc je suis allé chez ce petit traiteur qui vend parmi d'autres choses des graines et j'ai acheté 2 sachets d'assez grande taille, un de noix de cajou et un de macadamia. Ce vendeur qui est charmant et très sympathique au demeurant n'est pas mon dealer officiel de noix de cajou et de noix de macadamia parce que c'est cher et je préfère aller à d'autres endroits moins chers. Donc voilà, encore une fois c'est une scène qui n'est pas du tout représentative et au lieu de la présenter sans jugement pour juste montrer un acte du quotidien, ce qui est ressorti de là c'est que l'alimentation végane est une alimentation bourgeoise et que ça revient à 15 € de s'acheter quelques graines qui nous seraient vitales par exemple, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est pas là que je me fournis en graines d'habitude et je l'ai fait parce que simplement c'était une demande de l'équipe et qu'il y avait une bonne ambiance, ça se passait bien, j'ai dit ok pourquoi pas. Faut savoir que pour des raisons d'autorisation de tournage, on n'a pas pu aller à l'endroit où je fais mes courses habituellement, qui est vraiment au coin de la rue, on a dû aller dans un autre supermarché qui est à l'autre bout de la ville. Donc évidemment Jules, il était dans un endroit qu'il connaissait pas, avec plein de nouveaux produits, plein de nouveaux rayons qu'il avait jamais vus et donc il était curieux de pouvoir voir toutes ces choses. Donc c'était pas du tout représentatif de l'attitude qu'il peut avoir quand on fait les courses au coin de la rue. Merci Olivier, on passe à la suite. Tu veux pas refaire le jeu où tu crées avec la margarine? Non? Non. T'aimes pas ça la margarine? J'aime pas ça pour de faux. Ah, pour de faux? Mais en vrai, t'aimes bien ou pas? Oui.
Le business du végétarisme est donc en plein essor. Les adeptes de cette nouvelle façon de passer à table sont de plus en plus nombreux et de plus en plus exigeants, à tel point qu'un salon leur est aujourd'hui consacré. Paris, 19e arrondissement. Pendant 2 jours se tient ici le Veggie World. Des centaines d'exposants sont venus présenter leurs produits à un public d'initiés. Ici, l'on trouve tout ce qui participe au monde vegan. De la littérature, des gadgets de cuisine, mais aussi et surtout des produits alimentaires. On sent quand même qu'il y a un vegan business. Parce que là, on se croirait à la sortie du BHV ou, je sais pas, la foire fouille. C'est le mec, il a mis des légumes pour vendre ses mandolines et ses couteaux. Je sais, mais reste, ça va être grand. Je s'occupe du tout, tu s'occupes de rien. Emmanuel Rubin est critique gastronomique. Habitué de la bonne chère, il a aujourd'hui accepté de venir découvrir cet univers à 1000 lieues de la cuisine qu'il apprécie. Bon, on va pas se mentir, ça pue la douille en sous-marin. C'est le salon du Veggie World, un nid de personnes végétariennes, végétaliennes et véganes. Et vu le semblant d'objectivité qu'on vient de se farcir, ça ne peut pas bien se passer. Mais quelque part, tu viens de te manger le premier tiers du reportage. T'as un petit côté crédule, tu veux y croire, tu gardes espoir. You wish. Mais c'était sans compter notre troubadour de la critique gastronomique, véritable saltimbanque de la psychologie de comptoir à ses heures perdues. Un fameux Manu, parachuté de nulle part afin de rétablir, au sein même d'une concentration antispéciste, une vérité trop longtemps passée sous silence. Et à peine entré dans le salon, le critique critique. Mais arrêtez de triquiter pour un oui pour un non. Bah, au contraire, c'est toujours intéressant d'avoir des retours. Surtout de la part d'un habitué de la bonne chère. Ça sent pas l'hédonisme hein, quand même, c'est pas public de forte gueule. Oublie ce que je viens de dire. Seulement 2 phrases au compteur et j'ai qu'une envie, c'est qu'il aille se faire cuire le cul. Une millième fois n'est pas coutume. On donne ici la parole à un Gus qui connaît que Pouic, que Chi, pot de balle à la bouffe végétale et qui déboule dans un salon avec ses gros écrases pour déblatérer gratos sur tout ce qui croise son chemin. Au passage, petit rappel d'un véganement précédent. Parce que c'est dans les meilleurs pots qu'on fait les meilleures soupes, ma gueule. Ouais. Ouais, hein, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'endroits où becter, quoi. Mister Cheveux Gras, sur les 140 stands présents le jour où tu t'es pointé, plus de la moitié étaient dédiés à l'alimentation végétale. Est-ce que quelqu'un l'a prévenu qu'au Veggie World, il y avait 2 étages? Ouais, voilà. Mais fallait la prévenir, Grismine. Après, elle raconte Nawak. Même la voix off qui peut pas s'empêcher de caguer dans nos shoes en pignatex le reconnaît. Ici, l'on trouve tout ce qui participe au monde vegan. De la littérature, des gadgets de cuisine, mais aussi et surtout des produits alimentaires. On sent que c'est cérébral quand même le vegan. Hein. Ça doit lire, ça doit se faire du bien, ça doit se papouiller, mais ça passe pas souvent à table. Je te le confirme, c'est cérébral. Le vegan. Mais à quel moment c'est devenu péjoratif comme terme? À quel moment manger avec sa matière grise, c'est problématique? Depuis quand lire pour s'informer, s'éduquer et agir en conséquence, ça constitue un problème? C'est quoi le beans avec le fait de se faire du bien? De se papouiller? Ça passe pas souvent à table. Où sont les poulards? J'ai faim. Où sont les gros, les rôtis, les saucisses? Ça passe pas souvent à table. Où sont les fèves, les pâtés de cerf? Qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre? Ça passe pas souvent à table. Un porcelet, une chèvre en rôti, quelques signes blancs bien poivrés. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Ça passe pas souvent à table. Et breaking news, ma gueule. Le vegan qui lit, se fait du bien et se papouille n'a jamais attendu la Saint-Sylvestre pour se péter le bide avec des mets divers et variés. Ou alors c'est tous les jours la Saint-Sylvestre. C'est bon, voilà, c'est bon. Moi je suis un peu un critique gastronomique, je suis un peu bas du front, mais il y a quand même un côté très militant. Ce qui n'est pas un reproche, mais attention aussi qu'au nom de leur combat, ils en oublient une nature, une chaîne alimentaire, aussi une économie, celle de l'élevage, celle d'agriculteurs ou d'éleveurs vertueux, et aussi du plaisir. Aïe, 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 aïe. Alors on va reprendre dans l'ordre, ma gueule, hein. La nature. C'est précisément parce que nous ne l'avons pas oublié, je ne vous oublie pas, qu'on se positionne entre autres en tant que vegan. Est-ce que tu peux nous dire où se trouve la nature dans le fait
Par exemple, de rentrer son bras jusqu'au coude dans le derge d'une vache pour en premier lieu en sortir les matières fécales qui y résident, puis ensuite attraper son col de l'utérus afin d'y déposer du sperme à l'aide d'une tige que l'on passe par son vagin. Bonjour les produits laitiers. Est-ce que tu peux nous dire où se trouve la nature dans le fait, par exemple, d'entasser des poules pondeuses dans des cages, les empêcher de voir la lumière du jour, qu'elles déploient leurs ailes, poules qu'on aura au préalable débéquées avec des lames chauffantes pour éviter qu'elles ne se blessent entre elles. Bonjour les œufs. Est-ce que tu peux nous dire où se trouve la nature dans le fait, par exemple, d'immobiliser des oies pour les gaver de force avec d'énormes quantités de nourriture à l'aide d'un tuyau enfoncé jusqu'au jabot pour provoquer une maladie du foie, la stéatose hépatique, pour ensuite le bouffer. Bonjour le foie gras. On va continuer avec la chaîne alimentaire Einstein et s'arrêter un instant sur ce qu'on appelle le niveau trophique. Autrement dit, la position occupée par un organisme dans une chaîne alimentaire. Ah bah oui. Bah voilà. Oui, voilà, on y est là. Là... Et là, tu me sens venir, accroche-toi, ça part en front kick dans tes préjugés en carton. Une étude scientifique démontre que l'humanité serait, au sein de la chaîne alimentaire, au même niveau que l'anchois. Ouais. Bah ouais, je ne t'en dis pas plus, je te laisse là-dessus. N'hésite pas à faire un tour dans la description. Mais si j'avais un seul conseil à te donner, enfile un casque, un protège-dents, un plastron et des genouillères à ton ego surdimensionné. Il y a fort à parier qu'il soit amené à manger avec une paille pour les semaines à venir. On enchaîne avec l'économie, ma gueule. Sous prétexte d'économie, il faudrait continuer à exploiter les animaux. Parce que tu comprends, ça crée de l'emploi, ça fait vivre des gens, tout ça. Et ben parallèlement, tu me crois pas, c'est ce que je me tue à répéter à Terry. Mais elle ne veut rien entendre. I'm Mary, and I used to be a smoker. I want to give you some tips about getting ready in the morning. Learn your name. Then win. Then your head redefined. And now you're ready for the night. Pourtant, le tabac, ça crée de l'emploi. Il y a toute une économie. Ça fait vivre des gens. Par extension, même le cancer, ça fait vivre des gens. Ouais, elle est en deux temps, celle-là. Mais ça, Terry, elle veut rien savoir. Rien de rien. Je compte sur toi pour lui en toucher deux mots. Hein. C'est important, l'économie. Non. L'économie n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais un argument valable en vue de cautionner le spécisme. D'autant plus que celle-ci n'est en rien un système inerte. L'économie, ça bouge, ça s'adapte, ça évolue. Quand c'est pas l'humanité qui l'a subi et qui doit lui courir après. Mais ça, c'est un tout autre sujet. Pour ce qui est des agriculteurs vertueux, tu nous expliqueras comment forcer à la reproduction des animaux parqués, exploités en fonction de leur rendement et destinés à l'abattoir, ça peut rimer avec vertu. Tu nous aideras aussi à trouver le mérite dans le fait de participer au massacre de plus de 60 milliards d'animaux terrestres et plus de 1000 milliards d'animaux marins dans l'inutilité la plus totale. Peut-être pourras-tu aussi nous éclairer sur les bienfaits de ce système sur le plan écologique, avec entre autres gaz à effet de serre, déforestation, gaspillage et pollution de l'eau, destruction des océans, appauvrissement des sols et destruction des écosystèmes. C'est peut-être le mot vertueux. Ça doit pas être celui-là que tu as voulu employer. Il y a moyen de jeter un œil à la définition de vertueux. Et enfin, juste une chose. Est-ce que tu peux nous rappeler le thème de l'assiette du Bocuse d'Or 2017, aka le concours mondial de la cuisine, aka un des plus prestigieux concours mondiaux de gastronomie tu dis 100% végétal, c'est ça, voilà, 100% végétal. Non de Zeus. 100% végétal. Côté plaisir, t'es mignon, mais tu repasseras. Donc de la nature à la chaîne alimentaire, en passant par l'économie, les agriculteurs vertueux et le plaisir, tu viens de péter le score du bingo spéciste, ma gueule. Bravo le veau. On enchaîne. Mais ce qui intéresse surtout Emmanuel Rubin, c'est la qualité gustative des produits vendus ici. Premier test, avec une imitation de la traditionnelle star des barbecues, la merguez. Merguez vegan. C'est dégueulasse. Oh, c'est Thomas! On ne sait pas ce qu'on mange, on a l'impression de bouffer vraiment
une capsule de plastique. C'est saturé en une manière d'épices. Attends, ma petite douceur. Est-ce que tu serais pas en train de reprocher à une saucisse végane d'être ce qu'est en partie une saucisse carnée, à savoir bourrée d'épices, d'arômes et de sel pour lui donner du goût? Les saucisses véganes que tu t'enfiles dans le gosier sont une copie végétale de ce que sont par exemple les knackis pur porc. Et qu'est-ce que c'est les knackis pur porc? Ce sont pour commencer un savoureux mélange de viande gentiment invendable comme tel dans le commerce. Le genre de morceau où ton kleps te dirait t'as qu'à les bouffer toi-même. On mixe le tout pour en faire un haché, ou plutôt une sorte de pâté qu'on croirait déjà digéré. On y mélange tout un tas de machins choses histoire qu'on puisse définir ça comme potentiellement comestible, tels que de l'eau, des fibres de blé, des protéines de lait et de pois, du sucre, du sel, des épices, du carmin et des conservateurs. Petit point carmin, sais-tu ce dont il s'agit, Manu? Non. Le colorant E120, aussi appelé rouge carmin ou rouge cochenille, provient d'insectes proches des pucerons et appelés cochenilles. Fixés aux cactus péruviens, mexicains et canariens du genre Opuntia, les cochenilles sont élevées, broyées et l'acide carminique rouge qui en est extrait est ajouté à nos charcuteries, sodas et yaourts. Et bon appétit bien sûr. Mais revenons sans plus attendre à nos délicieuses saucisses. Une fois qu'on a terminé de mélanger tout ce miam miam ô combien appétissant, reste plus qu'à emballer le tout dans un boyau de cellulose qu'on retirera après la cuisson à la vapeur. Bon, il y a aussi le fumage au bois de hêtre, parce que bon, tu sais, le goût des choses simples quoi. Finalement, tu sais plus trop si ton corps c'est une tombe pour cadavre ou une poubelle d'invendus. Ou les deux. De toi à moi, la frontière elle est bien maigre. Alors mollo sur ta critique de la saucisse végane. Avant de parler de la poussière qui se trouve dans l'œil de ton voisin, commence par t'occuper de la poutre que t'as dans le cou. Ouais, mais moi, c'est pas pareil. Chez mon boucher, tu vois, c'est de la viande de qualité, un savoir-faire traditionnel qui met à l'honneur les hommes et les femmes qui se battent pour une alimentation saine et équilibrée, tout en prenant en compte le bien-être animal, parce que tu comprends, c'est une valeur intrinsèque à la définition même du savoir-vivre et du bon vivant. Oui, un d'autre. Là où je comprends pas, à la limite quand on est vegan, et c'est là où ils ont un paradoxe. Là il est en roue libre le truc muche là, il va nous lâcher une perle. Ils disent rien ne nous manque, pas du tout, j'ai plus du tout envie de manger d'œufs, d'omelettes, mais finalement ils sont obligés de se réinventer des merguez. Si rien ne leur manquait, ils sont heureux avec leur quinoa, leur bulgur, pourquoi ils ont besoin d'appréhender à nouveau de la saucisse, qui est le royaume de la cuisine animale, charcutière? C'est bien, il y a bien quand même inconsciemment un manque. Et à aucun moment, ça te viendra à l'esprit de te dire que ces simili sont un pont qui permettent de faciliter une transition. À aucun moment, tu te dis que ça pourrait permettre à des gens qui mangent de la viande de réduire leur consommation. À aucun moment, tu te dis que ce genre de produit permettrait de rassembler des gens qui n'ont pas le même régime alimentaire autour d'une seule et même table. À aucun moment, tu te dis que cette alimentation végétale innove de jour en jour pour s'adapter à une alimentation dominante. Et par extension, lui faire du pied pour compter de plus en plus de gens. À titre personnel, alors ça vaut ce que ça vaut, mais je ne connais pas une seule personne végane à qui la viande manque. Déjà parce que son goût s'avère finalement profondément dégueulasse. Et parce que les images que renvoient ces denrées sont tout bonnement insoutenables. Donc non, il n'est pas question de reproduire une alimentation issue de l'exploitation animale. Même si les croissants et les pains au chocolat vegan ça défonce. Mais tu nous diras quand même combien on doit pour la consultation, Sigmund. L'analyse d'Emmanuel Rubin ne fait pas que des émules. Dans les allées du salon, certains se défendent de copier la viande. Ils préfèrent parler d'adaptation aux habitudes de notre société. C'est plutôt une question d'essayer de reproduire quelque chose. Oui, c'est quand même un manque, c'est que inconsciemment, j'ai envie de ce qu'était ma merguez. Pourquoi recréer une saucisse, le format d'une saucisse, et d'ailleurs appeler ça façon merguez? Donc ça veut bien dire que, voilà, c'est ce que vous dites, c'est tout ce que j'ai dit. C'est pour ça qu'il ne faut pas me le reprocher. Mais je ne reproche, bien sûr, mais je reproche là, j'ai juste dit inconsciemment. Il y a, comme vous dites, un souvenir que j'ai, un manque, c'est pas un reproche, donc j'ai besoin de ce souvenir-là.
Donc revenons un peu sur le Veggie World. On se baladait tranquillement donc avec ma copine entre les stands. D'un coup on a vu ce monsieur critiquant et goûtant cette saucisse en disant c'est dégueulasse. Du coup on a décidé d'intervenir. C'était quand même compliqué puisque c'est lui qui avait le micro et qui parlait fort. Là, on voit pas sur notre émission, sur l'émission on ne voit pas l'intervention qu'on a faite. Donc on va un peu remettre ça à jour. Il était tout le temps hyper agressif. Je sais pas si c'était volontaire, mais en tout cas c'était toujours des mots leur boulgour, leur quinoa. Alors, le pire c'est quand il a essayé d'argumenter, si on peut appeler ça des arguments. Il parlait d'un manque inconscient, d'un besoin d'imiter la viande, ça tenait pas debout, enfin en gros il confond clairement le plaisir et le besoin. Les viandes végétales, je pense que c'est super sympa de temps en temps, ça nous facilite la cuisine. Tout le monde n'a pas envie de passer des heures à cuisiner un truc vegan, mais c'est clairement pas un besoin d'en consommer, ça reste un plaisir. Je trouve ça magnifique qu'il s'improvise psychologue chez les vegans, c'est bien de s'intéresser à notre psychologie, mais il me semble qu'il est critique culinaire à la base. Bah c'est ça, on va quand même essayer de lui expliquer pourquoi le format de la saucisse était intéressant, parce que c'était sa grande question, pourquoi reproduire une merguez? Bah en fait c'est simple, ça parle à tout le monde. On sent moins à l'écart quand on fait un barbecue par exemple avec des amis, c'est un fait sociétal de faire un barbecue avec des potes, voilà. Alors, on peut manger quelque chose sans être ségrégué dans la catégorie vegan, on va manger que des légumes, etc. C'est quelque chose qui est pratique. C'est aussi pratique pour par exemple faire plein de recettes, parce que quand on devient vegan, bah il y a plein de recettes qu'il faut qu'on réinvente. Parce que la plupart des recettes qu'on connaît, c'est des recettes avec de la viande. Et c'est là où ça devient très pratique d'utiliser des viandes végétales. Donc voilà, ça parle à beaucoup de monde, il y a plein de gens qui achètent du coup toutes ces viandes végétales. On aurait aimé lui parler plus longtemps du coup de la différence entre le plaisir et le besoin. Ouais. Mais après il a disparu dans le salon, il était à un autre stand et je crois qu'il comparait les thés ayurvédiques au thé de grand-mère. Donc en fait, on a abandonné étant donné qu'il était renseigné sur absolument rien et qu'il critiquait tout ce qu'il voyait. On s'est dit que c'était mon objectif et que ça servait à rien. Mais on s'est senti moins seul. Clairement. Merci les loulous. Deuxième test pour le critique gastronomique, découvrir les fromages véganes, c'est-à-dire sans aucune trace de lait dans leur composition. C'est marrant parce que là encore, hein, ils utilisent quand même les codes de la fromagerie traditionnelle, notamment de notre bon vieux camembert. On voit bien le boîtier cerclé en bois. Ouais, c'est marrant, ouais. Et donc? C'est étonnant, ça. C'est étonnant. Ah non mais Manu, attends, non. Commence pas à jouer la carte de l'ouverture d'esprit. Les gens vont finir par s'accrocher à toi. Tu vas me faire passer pour une pourriture qui cherche à te lyncher. Et ça, c'est pas Charlie. Manu, c'est tout le concept de ma vidéo réponse que t'es en train de flinguer. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux, Manu? Qu'on finisse par se rouler toi et moi dans du gazon avec une pâquerette dans la bouche? Qu'on écrive nos deux noms à la piste dans de la neige? C'est ça que tu veux, Manu? Non, c'est pas sérieux. Non. Mais on a la texture d'un mauvais fromage, mais on a la texture d'un fromage. Ah bah voilà! Ça c'est mon gars! Ça c'est mon champion! Là tu nous tiens! Étonnant, mais pas transcendant. Emmanuel Rubin regrette le peu d'innovation de cette nouvelle cuisine. C'est la cuisine de l'ersatz. Dit comme ça, c'est nettement moins agréable, moins sexy, hein, le vegan. C'est surtout nettement moins vrai. En fait. Ou nettement plus clairement faux. C'est selon. Donc oui, c'est de fromage, mais c'est du faux fromage. Oui, c'est de la merguez, mais c'est de la fausse merguez. À aucun moment, il ne s'agit de faux fromage. Ou de fausses merguez, à proprement parler. Ces produits-là n'ont rien de faux, ils sont bel et bien vrais, et ils sont végétaux. En quoi les dénominations fromage, merguez ou autres devraient catégoriquement renvoyer à des produits issus de l'exploitation animale? Vous avez 3 heures. Les temps changent, et des concepts bien ancrés peuvent parfaitement évoluer. Oui, la définition réglementaire actuelle du fromage suppose que ce dernier soit fait à base de lait animal. Mais la seule chose qui pourrait empêcher cette définition d'englober plus large, ce sont les esprits étriqués comme le tien. Touche pas à mon fromage! Un fromage pourrait parfaitement être végétal, sans pour autant être un ersatz ou un substitut. Et si on pousse la réflexion un peu plus loin, ce genre de propos reflète carrément la tendance actuelle. Les lobbies, les industries de la viande et des produits laitiers sont en train de remplir leurs couches et montent au créneau pour faire interdire certaines appellations. La raison ? Le véganisme et l'alimentation qui en découlent prennent tellement d'ampleur qu'ils sont aujourd'hui incontournables. Le 100% végétal joue des coudes et gagne de plus en plus de parts de marché. Et forcément, les industries qui reposent sur l'exploitation animale sentent le vent tourner et attaquent comme elles le peuvent. Et sauf qu'en face, ça pousse fort pour inverser le score. La véganie n'est jamais finie, voilà bac! Conclusion. On est sur le bon chemin. À un moment donné, moi je constate juste que ça veut dire aussi que dans le monde vegan, il y a quelque chose dans la tête
qui n'est pas complètement réglé. Sigmund, le retour, l'autre paquet de nerfs là. Entre deux tacles à la gorge sur la bectance végétale, il t'allonge sur un sofa et t'explique la vie, tu sais. Ah bah ça doit bien arrondir les fins de mois tout ça. Hein. En revanche, concernant ce quelque chose dans la tête qui n'est pas complètement réglé, je t'invite à jeter un coup d'œil du côté de la dissonance cognitive et toute l'imposture intellectuelle qui en découle. Mais si, tu sais, le fait d'être au fait des conditions d'élevage et d'abattage des animaux, de comprendre le cauchemar, l'abomination, la monstruosité, l'injustice que ça représente, tout en prenant un petit peu de jambon pour terminer sa purée au lait de vache. Parce que tu comprends, tout le monde fait comme ça, et puis on a toujours fait comme ça, puis ces animaux ils sont prévus pour ça, puis c'est tellement bon, laisse-moi tranquille avec tes questions. Demande-toi pourquoi tu tiens tant à ton steak, autrement appelé les 5 minutes de plaisir gustatif égoïste, qui assujettissent des milliards d'animaux que l'on contraint à une vie écourtée de misère. Et on reparlera de ce quelque chose dans la tête qui est pas complètement réglé. Au revoir. L'alimentation végétale n'est en rien un copier-coller de l'alimentation ovo-lacto-miellée-carnée. On peut parfaitement se faire Madeleine de Proust et la tronche par des produits que l'on consommait par le passé, sans pour autant en dépendre et rechercher inlassablement ce sentiment. Il n'est en rien question de manque. Encore une fois, ça vaut ce que ça vaut, mais je ne connais pas une seule personne végane qui mange des simili non-stop. En revanche, les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales, les fruits à coque, là ça y va. Le gros problème de cette alimentation sans protéines animales, ce sont les carences qu'elle peut engendrer et le business qui en découle. Le journalisme. Parce que oui, il n'y a que l'alimentation exclusivement végétale qui cause des carences. Et pour preuve, 16% des Français consomment des compléments alimentaires. Leurs ventes ont progressé de presque 5% en 2016 pour atteindre 1,6 milliard d'euros. Et tout ça grâce aux véganes qui transpirent les carences à plein nez et représentent à eux seuls un véritable fonds de commerce. La voici, la face cachée d'un business florissant. Guignol. Là, on voit bien qu'il y a quand même des carences. Ils ont besoin, ne serait-ce pour leur cœur, d'avoir des compléments alimentaires. Donc là, il y a beaucoup de vitamine B12, je ne sais pas quoi, mais c'est vrai que c'est assez étonnant de voir d'un côté, finalement, un rayon crypto-fromager et de l'autre, un rayon où tu es presque dans la pharmacie de Monsieur Bidule. Tu ne sais plus si tu dois sortir ta carte bleue ou la carte vitale. Enfin, la carte bleue à chaque fois. La carte vitale, t'es à 2 doigts. Et ça fonctionne pareillement pour toi, mon loulou. Est-ce que j'ai besoin de te rappeler le lien entre la consommation de viande transformée et le cancer colorectal, le cancer du pancréas et le cancer de la prostate? Le lien probable entre ces mêmes maladies et la consommation de viande rouge? Est-ce que j'ai besoin de te rappeler le lien entre la consommation d'œufs et le cholestérol qui balise le chemin en direction des maladies cardiovasculaires? Est-ce que j'ai besoin de te rappeler le lien entre la consommation de produits laitiers et le fait que 75% de la population mondiale soit lacto-intolérante, avec toutes les complications que ça entraîne? Sans compter qu'en dehors de la vitamine B12, absolument tout se retrouve dans les végétaux. Écoute, t'es mignon, t'es sympa, tu m'as l'air sincère. Mais ton raisonnement bidon sur la carte vitale, tu peux te le rouler en cône et te le glisser dans le bas du dos. Emmanuel Rubin est un vrai bon vivant. Mais il va aussi découvrir que dans le monde vegan, le digestif d'après-repas a été transformé en tisane. Le digestif d'après-repas a été transformé en tisane? Ok, là j'ai besoin d'un break. Je suis en batterie faible. Laisse. Fais une petite pause, JMS. Je vais prendre le relais, ça te fera le plus grand bien. Donc, digestif vegan, j'ai entendu. Des tisanes. Je comprends bien, hein, après avoir ingurgité toute cette fausse nourriture en plastique, il faut bien au moins une bonne vieille tisane ayurvédique, ça c'est certain. Je ne pense pas qu'il y ait le moindre médecin de New Delhi qui dise le contraire. Mais personnellement, j'aurais plus tendance à aller vers les spécialités de terroir bien de chez nous, genre un vieux Calvados. Pour un trou normand, j'ai jamais connu mieux. Quoique, un petit cognac, ça passe bien aussi, je trouve. Sinon, on peut attaquer directement les choses sérieuses avec une bonne eau de vie. Ça marche aussi très bien. Parce que non, quand on ne suce pas des cailloux pour avoir un apport en minéraux, on ne se tape pas forcément des tisanes de grand-mère à la fin des repas. Bah, on remarque bien, on n'est pas non plus obligé de se torcher la gueule à grands coups de rasade de gnôle. Hein. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut le faire. Car oui, un grand nombre d'alcools sont naturellement végétaliens. Donc on peut facilement choisir entre le distillat
et l'infusion de plantes. Par exemple, tu peux boire un bon whisky. Et dans les vapeurs de l'alcool, je vois mes châteaux espagnols. Ou une bonne bière, encore plus classique. Le vin. Eh ben, il suffit de se renseigner un peu sur son processus de fabrication et il n'y a pas de problème. D'ailleurs, maintenant, ils sont de plus en plus nombreux, des viticulteurs, à demander à être labellisés vegan. C'est pour dire, on a du choix. Tiens, on va plus loin. Ça vient de sortir un guide entier consacré aux vins végétaliens et vegan. Il y a une petite nuance, mais ça sera dans un autre épisode. Alors, avant de sous-entendre qu'on n'a pas vraiment de joie de vivre, qu'on n'est pas des bons vivants, il faudrait peut-être étudier un petit peu son sujet avant, histoire de passer pour un professionnel devant la caméra. C'est pas un peu cliché que d'associer vegan et tisane? C'est pour la rime, pour faire un petit truc rigolo? Non, parce que c'est un petit peu pauvre et réducteur. Mais bon, comme environ 90% des propos qui ont été tenus dans ce reportage, dans cette immersion dans le milieu vegan. Parce qu'honnêtement, j'en attends plus de quelqu'un qui se dit critique culinaire. Comme déjà, éviter la psychologie de comptoir condescendante. Et surtout, faire montre d'une ouverture d'esprit, de la curiosité bienveillante et de l'objectivité. Or là, on a le droit à un florilège de lieux communs, très bas de gamme, d'avis à l'emporte-pièce et des dégustations du bout des dents. Pas très qualitatif tout ça. Mais en fait, le fond du problème, c'est peut-être le rédacteur en chef de l'émission qui a clairement fait une erreur de casting. C'est un peu comme si on m'envoyait, moi, au salon de la boucherie pour donner mon avis. Je ne serais pas forcément très objectif. Non. Si? Non. Si on est spécialisé dans la cuisine de terroir ou dans la gastronomie étoilée, venir donner son opinion sur des produits industriels, c'est pas d'une très grande pertinence ni très légitime. Car il faut bien comparer ce qui est comparable. J'adore les merguez de chez Witty et le fromage de chez Nature et Moi, mais on est loin de l'artisanat roulé sous les aisselles. Même si ce sont des toutes petites entreprises, ça reste de l'industriel. Donc, il faut revoir son échelle de valeur et comparer à des produits de grande distribution consommés par Monsieur Tout-le-Monde. Une simple question d'honnêteté intellectuelle en somme. En France, des parents ont même perdu la garde de leur bébé de 5 mois, accusé de maltraitance, car la maman était végétalienne. En Italie, un projet de loi a même été proposé afin d'interdire ces régimes restrictifs aux tout-petits. Alors, on peut écouter un extrait de l'interview de cette maman végétalienne qui est tout autant que son mari privé de son enfant. Joachim, alors âgé de 5 mois, pèse moins de 5 kilos et surtout les médecins vont constater un manque en vitamine B12, une carence souvent remarquée chez les végétaliens en raison de leur régime. Mais Céline, la maman, l'assure, jamais elle n'a imposé le végétalisme à son petit bout de chou. On l'a toujours dit et on le maintient, le végétalisme est mon choix personnel, ni celui de mon mari. Et on n'allait sûrement pas l'imposer à Joachim. Ça se décide, ce genre de choses. Aussi, on parle d'une réduction des quantités alimentaires à cause d'une poussée dentaire. Et qu'avant même le placement de l'enfant, les médecins trouvaient que le bébé avait des problèmes de nutrition et de suivi médical. Merci de surfer sur une désinformation manifeste pour aller dans le sens de ton parti pris et faire flipper les néophytes. Toutes les sources sont dans la description. Pas de bol. Et concernant le projet de loi en Italie, il a été proposé par Elvira Savino, membre du parti Forza Italia, créé par Silvio Berlusconi. Et il s'adresse aux parents imposant un régime alimentaire déficient en éléments essentiels pour une croissance saine. Ce qui par extension signifie que si un texte pareil finit par voir le jour, quel que soit le régime alimentaire des enfants, s'il présente un frein à leur croissance saine, les parents pourront se retrouver à Londres à grailler des kilos d'oranges. Et donc forcément, c'est le moment où toutes nos pensées se tournent vers ces parents dont les enfants ont un régime omnivore et sont en surcharge pondérale à cause du régime qu'on leur impose. Évidemment, toutes les sources sont dans la description, pas de bol. Afin de comprendre pourquoi ces régimes sont tant décriés, nous avons demandé à Alexandra Dalu, médecin nutritionniste, de nous décrypter leurs effets sur notre santé. Et première constatation, être vegan n'est pas aussi anodin que ça en a l'air.
Les véganes pensent à tort qu'ils peuvent être en meilleure forme, en meilleure santé parce qu'ils sont véganes. Ils pensent ça à tort, en effet, parce que si vous n'avez pas toutes les données, vous pouvez être en manque de principes actifs, de minéraux, de vitamines, d'antioxydants et aussi de fer. Ah, attends. Est-ce qu'il serait possible de remplacer le mot vegan par les gens qui ont un régime omnivore? En régie, ça dit quoi? Les gens qui ont un régime omnivore pensent à tort qu'ils peuvent être en meilleure forme, en meilleure santé parce qu'ils sont omnivores. Ils pensent ça à tort, en effet, parce que si vous n'avez pas toutes les données, vous pouvez être en manque de principes actifs, de minéraux, de vitamines, d'antioxydants et aussi de fer. Merci. Ou comment user de mots pour faire des phrases toutes faites qui catapultent des messages creux à la vacuité insondable. Non mais je veux bien, mais la blouse blanche, ça fait pas tout quoi. Est-ce qu'on doit partir du postulat que les personnes qui ont un régime omnivore possèdent toutes les données et ne seraient donc pas concernées par des manques en principes actifs, en minéraux, en vitamines, en antioxydants et en fer? Je pense pas, non. Non. C'est d'ailleurs pour cette raison que Miss Blouse Blanche a pondu des bouquins, qu'elle a obtenu, entre autres, un diplôme européen de nutrition clinique et thérapeutique, un diplôme des troubles du comportement alimentaire et un diplôme de micronutrition et alimentation santé. Rien de personnel d'Alulu, hein. Mais je doute que ce bagage d'études en tout genre a pour vocation de prendre en charge des hordes de véganes qui produisent plus de carences que de bon sens. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Ah, c'est pas moi qui le dis. Si vous êtes en carence de fer, vous pouvez être essoufflé, fatigué, déprimé. Mais ça va entraîner d'autres réactions physiologiques dans votre corps qui vont entraîner des maladies. Sauf que le fer se retrouve dans les végétaux. Il s'agit du fer non héminique. En opposition au fer que l'on retrouve dans la viande, le fer héminique. Et forcément, la voici, la voilà, la petite leçon de nutrition du jour. Ça va aller très vite, il y en a pour 3 secondes. C'est à se demander ce qu'on vous apprend dans vos écoles, ma gueule. Ou ce que vous en retenez. Mais rien qu'en 2 clics, je te mouche. C'est pas sérieux. T'as quand même des gens qui viennent te voir en consultation pour être conseillés, aiguillés, parfois soignés en vue d'être sauvés. Les carences, c'est donc le risque majeur des personnes véganes. Un manque qui affaiblit les organismes. Et que même les compléments alimentaires auront du mal à pallier. Ben oui, parce que c'est bien connu, les compléments alimentaires. On bouffe que de ça. On parle d'alimentation avec sa matrice. C'est-à-dire c'est pas la même chose que d'apporter, par exemple, de la vitamine A dans l'œuf et de la vitamine A en gouttes. Ce sera un palliatif, mais du fait d'avoir la matrice, c'est-à-dire l'aliment dans sa globalité, on sera sur une meilleure absorption. Donc une meilleure santé. Bah la voici, la voilà, la deuxième leçon de nutrition du jour. La vitamine A est exclusivement d'origine animale. Avec une alimentation d'origine végétale, la vitamine A est synthétisée à partir du bêta-carotène. Et l'organisme ne synthétise que ce dont il a besoin. Ce qui n'est pas le cas avec la vitamine A, qui peut conduire à une hypervitaminose A lorsqu'on en consomme de trop, ce qui est toxique pour le corps. Ah, c'est fabuleux. C'est fabuleux, mais ça, Blouse Blanche, elle t'en parle pas. Tu me fais rire, ma chérie, t'es mignonne comme tout. Et pour info, à la volée, on retrouve de la bêta-carotène dans les patates douces et les potirons cuits, les carottes crues, les épinards, la laitue, les abricots, les mangues, les melons, la salade romaine, etc., etc. Donc pour ce qui est de la matrice alimentaire, merci de s'en soucier, mais ça ira. Tu peux ranger tes gouttes et autres compléments. Mais même si ces compléments alimentaires ont moins d'effet sur l'organisme, impossible tout de même de s'en passer pour éviter un affaiblissement trop important. C'est trop gros, ça passera jamais. Si. Ouais. Mais selon le docteur Alexandra Dalu, le vrai problème des véganes, c'est leur manque d'informations sur certains produits. Ça faisait longtemps, hein. Ils sont parfois persuadés des vertus de leur alimentation, alors qu'il n'en est rien, comme le fait que le lait de vache classique puisse être remplacé par un autre. Le lait de soja, c'est meilleur pour la santé que le lait de vache, puis bah, surtout c'est vegan. Bravo, 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 bravo! Sauf que... Eh oui, mais comme tu pues la douille à 3000 bornes et que tu tentes de nous la faire à l'envers, on va recadrer les choses, ma gueule.
un chouïa. Pas uniquement pour les gens qui regardent ce reportage criblé de mensonges en tout genre, mais aussi pour ce père de famille qu'on fait gentiment passer pour un mec qui n'alimenterait pas son môme comme il le faudrait. Premièrement, le lait de vache classique est parfaitement remplaçable par un autre lait tout autant classique. Tout dépend de ce qu'on en attend. Si c'est pour monsieur et madame tout le monde, les laits végétaux font parfaitement le boulot. Et si vraiment tu cherches quelque chose en particulier, on peut facilement en trouver avec du calcium additionnel, de la B12 additionnelle, etc. etc. Je te laisse faire tes recherches, je vais pas te mâcher tout le boulot. Deuxièmement, pour ce qui est des enfants en bas âge, le lait de vache classique, comme les laits végétaux classiques, ne sont en rien adaptés à leur croissance. Raison pour laquelle nous devons avoir recours à des laits infantiles. Les laits végétaux, tout comme les laits d'origine animale, ne deviennent des substituts aux laits maternels qu'une fois qu'on les a complémentés, transformés. Les uns, comme les autres, ne peuvent en aucun cas initialement remplacer le lait maternel. A noter que le meilleur des laits pour bébé, sauf complication, c'est celui de maman. Point barre. Troisièmement, Jules, que l'on retrouve à l'écran, est un enfant de 5 ans. Comme toutes les espèces mammifères, il a besoin du lait de sa mère dès la naissance. Nutrition, système immunitaire, tout ça, tout ça. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'après sevrage, il n'a plus besoin d'en boire. Pas même une goutte! Mais ici, on laisse croire que Jules va manquer de quelque chose, que cette boisson n'est pas adaptée à ses besoins. Sauf qu'encore une fois, Jules a 5 piges. Le lait maternel ou infantile, c'est de l'histoire ancienne pour lui. Mais pour autant, regarde bien, le lait végétal que son père lui donne à boire est supplémenté en calcium. Ce qui fait que 1, ce lait est parfaitement adapté pour Jules, et 2, il est bien meilleur que le lait de vache. Comment il t'a défoncé? Les deux vaches, initialement prévues pour un veau, qui doit prendre le double de son poids la première année. Quitte à me répéter, le meilleur lait pour bébé, sauf complication, c'est celui de Momo. Sauf que dans ce reportage, on comprend parfaitement où on veut en venir. On cherche à faire passer ce père de famille pour un énième énergumène non renseigné, qui alimenterait son fiston d'une façon non appropriée, ce portrait faisant écho à celui des parents à qui on a retiré la garde de leur enfant. Donc ici, on sous-entend que ça pend au nez du père de Jules, parce qu'il y a fort à parier que ce dernier souffre potentiellement de malnutrition et ou de sous-nutrition. Mesdames, messieurs, le journalisme. Oh, et une toute dernière chose. Savais-tu que le lait de vache que nous retrouvons en brique dans nos supermarchés n'est en rien adapté pour le veau, tellement sa composition a été modifiée? Ah, on l'entend moi ta grande... Ce qu'on appelle les végétaux sont en fait des jus végétaux qui sont tirés là par exemple d'amandes, là de riz. Il y en a qui sont tirés de soja ou d'oléagineux comme noisettes ou de céréales comme l'épeautre. Sont des jus donc qui ne remplacent pas le lait tout simplement parce que ce ne sont pas des laits. Faut un diplôme pour ça? Et le problème de ces laits, comme les autres aliments véganes, c'est qu'ils sont très souvent donnés aux enfants et aux personnes faibles, en pensant les aider à se fortifier, ce qui est complètement faux. Tout autant que ce que tu avances, mon petit. Ici, le problème n'est pas le véganisme, mais le manque d'informations et ou les informations erronées. Tu peux faire le tour des sites internet de référence concernant le véganisme, aucun n'avance de choses pareilles. T'as les liens dans la description, comme d'hab. Tu connais. On rappellera au passage qu'un régime végétalien équilibré est adapté à tout le monde et à tous les stades de la vie. D'ailleurs, Mister Voix Off, concernant ce que tu avances, à savoir que le problème de ces laits, comme les autres aliments véganes, c'est qu'ils sont très souvent donnés aux enfants et aux personnes faibles, en pensant les aider à se fortifier. Quand t'as le temps, envoie tes sources et quelques chiffres en sus. Congolerie. L'INSERM rappelle stricto sensus que l'enfant, la femme enceinte et allaitante, la personne âgée et la personne adulte en convalescence ne doit pas être végétalienne stricte. D'accord. Ben c'est pas ce que pense l'Académie de nutrition et de diététique des États-Unis, les diététiciens du Canada, le Service national de santé britannique, la Fondation britannique pour la nutrition, le Conseil national australien de la santé et de la recherche médicale, l'Association des diététiciens d'Australie et la Canadian Diabetes Association, entre autres. Source, description, pouce bleu, lâche un com, abonne-toi, bisous. On parle maintenant de maltraitance nutritionnelle pour le mineur. S'il n'y a pas un contrôle médical qui suit en tous les cas ce régime végétalien pour le mineur. Ok. Et pour les autres, les mômes qui ne suivent pas un régime exclusivement végétal. Je veux dire, le problème c'est le véganisme ou la maltraitance nutritionnelle? Parce que si on veut s'amuser,
On a de quoi se fendre la gueule. Ma gueule. Tous ces mômes à qui on impose un régime omnivore et qui sont d'ores et déjà en surpoids ou obèses ou qui le deviendront s'ils persistent dans cette voie. 21 millions de personnes, soit près d'un adulte sur 2. Ces mêmes mômes qui développent des diabètes très largement liés à leur alimentation équilibrée. Plus de 3,5 millions de Français et Françaises. Encore ces mômes qui, à force d'ingurgiter des tonnes de machins dégueulasses, se donnent toutes les chances pour claquer d'une maladie cardiovasculaire. Deuxième cause de mortalité en France. Toujours ces mêmes mômes que l'on peine à éduquer correctement concernant la bouffe et qui finissent par claquer salement d'un cancer. Première cause de mortalité en France. Et non, je ne dis pas que l'alimentation végétale résout tout, loin de là. Parce qu'on peut parfaitement être vegan et manger tout et n'importe quoi. Trop sucré, trop salé, trop gras. Mais chercher à pointer du doigt le véganisme, sous prétexte que ce dernier pourrait représenter une maltraitance nutritionnelle pour les plus jeunes. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve très vite sur numéro 23 dans Révélation. Ou pas. Je t'avouerai qu'à titre personnel, je m'en passerai. Il y a encore tellement à dire sur ce reportage d'investigation, tellement d'approximations, tellement de malhonnêteté intellectuelle, de montages qui induisent en erreur, de méconnaissance du sujet, de spécialistes complètement à côté de la plaque, de mise en scène, d'amalgame en tout genre, et j'en passe. En vrai, on aurait pu faire une émission sur l'émission. Je suis ton toi du futur. Le mec qui va monter tout ce que t'as raconté. 1 heure l'épisode. Si c'est pas une émission sur l'émission, ça y ressemble. C'est aberrant en 2017 de tromper autant une audience tout en cherchant à ridiculiser une prise de position politique vertueuse. Celle-ci, qui défend une idée de justice, de révolution écologique et une alimentation plus saine. Qu'attendent les journalistes pour se tourner vers des sources d'informations fiables, pour donner davantage la parole aux personnes qui défendent l'antispécisme, sans chercher à les discréditer dans les secondes qui suivent, pour arrêter de confondre et de mélanger des concepts comme le véganisme, le bio, le sans gluten, le sans sucre, le crudivorisme, l'hygiénisme, la détox, les jus, pour en finir avec ces zigzags irrationnels pour définir les personnes militantes au sein du mouvement. Un jour bisounours hippie, un jour extrémiste radical. Et par extension, pour cesser de se ridiculiser en racontant des fables qui démontrent le peu de sérieux dont certains et certaines font preuve, et ce à répétition. En bref, qu'attendent les journalistes pour faire comme il se doit leur travail d'information? Une chose est sûre, avec ce merveilleux outil qu'est Internet, on n'attend plus aucun droit de réponse de votre part. On le prend, véganement.